Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. Et pour le petit déjeuner politique ce matin, Sud Radio reçoit Olivier Dussopt, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes Publics. Bonjour. Bonjour. Bonjour Olivier Dussopt. Alors, séminaire gouvernemental aujourd'hui pour la mise en musique des annonces d'Emmanuel Macron. On va faire le point, mais première chose déjà, au-delà de ces annonces, sur les 80 km/h. Alors, il pourrait y avoir, on a cru comprendre, un ajustement, c'est ça ? L'objectif principal de la mesure sur les 80 km/h, c'est de sauver des vies. Donc aujourd'hui, cette mesure est en place depuis quelques mois, dans un contexte particulier qui s'est caractérisé par la destruction, par exemple, de nombreux radars. Donc les chiffres sont un peu fluctuants. Ouais. Le Premier ministre avait toujours dit qu'il fallait évaluer cette mesure. Et aujourd'hui, nous sommes dans une phase à la fois d'évaluation avec les difficultés que j'ai évoquées et la recherche d'une application qui soit à la fois efficace et un peu plus souple, notamment dans des départements où on sait qu'il y a très peu de routes qui permettent d'aller un peu plus vite, de gagner un peu de temps. Donc la discussion est ouverte, mais avec un objectif, qui est la sécurité routière. D'accord. Mais ça veut dire que localement, dans certains départements, il pourrait y avoir des expérimentations de lancer, quoi. C'est ça. Vous y êtes plutôt favorable. Vous êtes un élu du terrain, vous connaissez bien cette problématique, quoi. Il ne faut pas préempter les conclusions de la discussion. Non, bien sûr. Mais effectivement, la recherche de souplesse signifie aussi et nécessairement des expérimentations ou des essais. Oui. Mais je le répète, il y a un objectif à cette mesure, un objectif majeur, essentiel, c'est de sauver des vies. Oui. Faire en sorte qu'il y ait des blessés moins nombreux, moins graves, et qu'il y ait moins de victimes. Et chaque vie gagnée est évidemment essentielle. Et qu'on râle aussi un petit peu moins peut-être sur les routes, quoi, dans votre département, dans les communes de l'Ardèche, mais également de toute la région. On le sait qu'il y a des départementales où on peut rouler au-delà de 80 km/h. Si on est à 75 km/h pour faire 25 km pour aller travailler, c'est pas toujours évident, quoi. Les différentes études ont montré que le temps, puisque tout le monde avait perdu beaucoup de temps, n'était pas en réalité aussi perdu que ça. Et ça n'était pas représentatif d'écarts très importants. Mais effectivement, il faut trouver les moyens d'être à la fois efficace pour lutter contre l'insécurité, donc la violence routière. Efficacité, c'est ça. Il faut être efficace. Oui, il faut être efficace. Alors, sur votre dossier des fonctionnaires, le président est prêt à abandonner, a-t-il dit, l'objectif, si ce n'est pas tenable, de la suppression de 120 000 fonctionnaires. Du coup, vous fixez un nouvel objectif ou pas alors ? La priorité des priorités, c'est d'appliquer les décisions annoncées par le président de la République jeudi dernier. Et il a dit, par exemple, qu'aucun hôpital ne fermerait sans l'accord du maire et des élus municipaux. Qu'aucune école ne fermerait. Cela nécessite évidemment de réfléchir à ce que ça implique en termes de maintien d'agents publics sur le territoire. Il a aussi dit, et c'est un souhait que nous partageons, sur lequel nous travaillons depuis plusieurs mois pour le réseau des finances publiques, qu'il voulait plus d'agents sur le terrain, moins à Paris ou dans les grandes métropoles, dans une logique d'aménagement du territoire et d'accès aux services. Nous poursuivons un objectif qui est différent, qui consiste à diminuer la dépense publique. Et pendant la campagne présidentielle, le président s'est engagé à ce qu'il y ait une diminution des effectifs globaux de la fonction publique de 120 000 postes. Il faut rappeler qu'on parle au départ de 5 500 000 agents publics dans les 3 versants de la fonction publique. Ce qu'il dit est très simple, c'est qu'il faut continuer évidemment à rechercher des économies, à rechercher l'efficacité. Et dans le même temps, si ça n'est pas compatible avec les annonces qui ont été prises, qu'on puisse adapter cet objectif. L'idée n'est pas de dire... Donc vous êtes en train de le revoir, quoi, là, et de l'ajuster, quoi. L'idée n'est pas de dire... Vous dites qu'il n'y a plus de dogme des 120 000. Ça n'est pas un totem. Je pense qu'à chaque fois qu'on peut faire des économies, il faut les faire. J'ai été maire pendant 10 ans. À chaque fois que j'ai eu un départ à la retraite, nous avons vérifié si c'était utile de remplacer la personne ou pas, si on ne pouvait pas redéployer des agents d'autres services pour faire en sorte d'avoir la même qualité de service, c'est important, tout en réalisant des économies. Après, ça n'est pas un totem, et il a dit lui-même, le président de la République, que si cet objectif de 120 000 équivalents temps plein n'était pas compatible avec les décisions annoncées, la priorité était donnée aux décisions. Alors du coup, ça va compliquer ou faciliter vos négociations avec les syndicats ? La question n'est pas là parce que... les syndicats vont vous dire non, le totem des 120 000, c'est terminé. Le texte de loi que je porte, le projet de loi de transformation de la fonction publique, qui sera examiné par la commission des lois de l'Assemblée nationale cette semaine, ne porte pas de disposition sur le nombre de fonctionnaires. En France, il n'y a pas de loi qui fixe le nombre de fonctionnaires et donc il n'y a pas de loi qui détermine combien on en supprimerait. Parfois, il y a des lois qui disent combien on en crée. C'est notamment le cas du budget. Et puis, ce sont les moyens alloués au service qui déterminent les effectifs. Les discussions que j'ai avec les organisations syndicales portent sur le dialogue social, portent sur les modalités de recrutement dans la fonction publique, sur les mobilités, sur la formation, sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Je ne crois pas que cette adaptation, cet ajustement pour tenir les engagements du président de la République soit de nature à influencer sur
avoir une influence sur les décisions et sur les négociations. Non, en revanche, Olivier Dussopt aura peut-être une influence sur le calendrier. Est-ce que votre calendrier va être un peu bousculé ? Le calendrier d'examen de la réforme de la fonction publique est maintenu. La commission des lois est saisie de ce texte cette semaine. Dans les jours qui suivront, mi-mai, c'est l'Assemblée en séance plénière qui l'examinera et ensuite au mois de juin le Sénat. Ouais. Notre objectif est toujours le même depuis le début de cette réforme, c'est que cette réforme soit adoptée avant l'été 2019 pour être applicable pour l'essentiel de ses dispositions au 1er janvier 2020. Même si dans les semaines qui viennent, là, il y a tous ces ajustements à faire, vous ne pensez pas qu'il faut se donner un petit peu plus de temps ? Les ajustements que vous évoquez n'empêchent pas, au contraire, l'examen de ce projet de loi. Et je dis au contraire parce que lorsqu'on dit qu'on veut faire en sorte qu'il y ait plus de fonctionnaires dans les territoires et moins à Paris ou dans les grandes villes, ça nécessite d'accompagner la mobilité des fonctionnaires, ça nécessite d'accompagner les restructurations et les réorganisations. Et le texte que je porte, c'est la boîte à outils pour accompagner ces mutations et ces restructurations. Oui. À propos des syndicats, est-ce que vous redoutez le 1er mai l'alliance des syndicats avec les Gilets jaunes ? On se souvient qu'il y a un an, il n'y avait pas encore les Gilets jaunes, et il y avait eu des violences. Ça a été particulièrement violent. Ça avait été très violent. Un certain Benalla, mais ça on va y revenir, s'était exprimé lui aussi ce jour-là, si je puis dire. Le 1er mai 2018 avait été à la fois une journée de manifestation traditionnelle par les syndicats qui organisent cette journée pour les droits des travailleurs, mais ils avaient été largement débordés par des éléments violents, des black blocs, et il y avait de nombreux affrontements, notamment à Paris. Cette crainte existe toujours, et les services de sécurité sont mobilisés à 100%, et peut-être même plus, si on peut le dire ainsi, pour prévenir les violences, et surtout pour sanctionner et contenir celles et ceux qui se prêteraient à ces violences. C'est toujours une crainte. Et nous souhaitons évidemment tous que ça se passe bien. Je fais la différence entre les organisations syndicales qui ont l'habitude de cette mobilisation du 1er mai qui est traditionnelle, qui est à la fois revendicative et en même temps presque inscrite dans notre culture, dans notre histoire, et les éléments violents type black blocs ou autres perturbateurs. Qu'est-ce que vous dites aux syndicats justement ? Alors, vous leur déconseillez d'aller manifester ? Non, parce que je sais leur capacité à organiser des manifestations dans le calme. Et je sais aussi leur volonté de ne pas être infiltrés, de ne pas être débordés par des éléments violents. Ces éléments violents existent et les services, notamment du ministère de l'Intérieur, ils le craignent d'ailleurs, eux-mêmes les syndicats, là, vous discutez avec eux ? Je pense qu'ils le craignent, c'est à eux de s'exprimer, je ne m'exprime jamais à leur place, mais évidemment, lorsque vous êtes l'organisateur d'une manifestation pour les droits des travailleurs, vous n'avez aucun intérêt, aucune envie que cette manifestation soit perturbée par des violents. Vous êtes en charge donc des comptes publics. Dans les comptes publics, il y a les fonctionnaires aussi, les forces de l'ordre qui sont présents, qui sont fatigués, épuisés par l'ensemble de ces samedis à répétition. Vous dialoguez aussi un petit peu avec eux pour essayer de les mobiliser en fait de nouveau, parce que certains sont, paraît-il, commencent à se démobiliser. C'est le ministre de l'Intérieur qui a en charge les forces de police et en tant que secrétaire d'État, notamment chargé de la fonction publique, ce n'est pas moi qui entretiens un dialogue avec chacun des corps, chacun des cadres d'emploi. Il y a des ministres thème par thème, ministère par ministère, qui ont cette discussion-là. Au mois de décembre, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a conclu un protocole d'accord avec les syndicats de police qui prévoit plusieurs mesures s'appliquant progressivement. Et du côté du ministère de l'Action des Comptes Publics, avec Gérald Darmanin, nous l'accompagnons et nous veillons à ce que cet accord soit appliqué. Derrière ce que vous dites, il y a une réalité. C'est que nos forces de police sont extrêmement sollicitées, que ce soit les policiers, les gendarmes, les militaires. Semaine après semaine, ils sont à la fois mobilisés, très souvent pris à partie, très souvent agressés. Et dans ces conditions-là, la fatigue, la lassitude, l'exaspération même, sont des choses qui sont somme toute logiques. Et je crois que c'est aussi, quand on connaît cette situation-là, quand on sait les difficultés que les forces de police doivent affronter, et dans le même temps, la qualité de leur travail, leur capacité à maintenir l'ordre sans qu'il y ait de drame, sans qu'il y ait de catastrophe majeure, tout ça doit inciter l'ensemble des acteurs publics, politiques, et je crois tous les Français, à soutenir les forces de sécurité. Oui, parce que vous redoutez qu'il y ait des drames. On a appris tout à l'heure là, qu'un projet d'attentat contre les forces de l'ordre a été déjoué en France récemment. Vous avez eu des informations à ce sujet ? Les forces de police et nos militaires, nos services de renseignement, travaillent tous les jours et régulièrement empêchent, déjouent des projets d'attentats, empêchent et mettent hors de lumière. Mais cette fois-ci contre des forces de l'ordre, quoi. Ce qui veut dire qu'il y a une montée de la population, c'est de face à face, quoi. Hein. Je ne sais pas si on peut parler de face à face, il faut toujours être très prudent. Ce que je sais, c'est que les forces de sécurité font un travail formidable.
et que notre intérêt à tous et à toutes, c'est de les soutenir. Oui. Revenons au service public. Alors, le président a annoncé la création de maisons France Service avec des maisons des services publics dans les différents cantons. Alors, les maires ruraux répliquent qu'il y a déjà 1300, il y en a déjà 1300, et que les mairies sont sans doute ces maisons de services de proximité. Est-ce qu'on pourrait pas essayer de retravailler, imaginer en fait des maisons plus simples plutôt que de recréer en fait un nouveau système en fait encore aujourd'hui? Ça va être une usine à gaz tout ça, non? Non, les maisons de service au public, ça existe. Il y en a 1300, vous l'avez dit. À peu près 800 sont gérés par des collectivités locales, souvent des intercommunalités, et 500 sont gérés par la Poste, puisqu'il y a 2 principaux types de maisons de service au public. Il y a aussi des maisons de service au public qui sont gérées par des associations. J'étais près de Reims il y a quelques semaines pour une maison de service au public gérée par une association. En l'occurrence, c'était l'association des familles rurales. L'avantage des maisons de service au public, qu'on ne retrouve pas toujours dans les services municipaux, c'est que nous arrivons à regrouper, les élus qui les mettent en place, arrivent à regrouper sur un même lieu, à la fois un accueil, une orientation, une information donnée aux usagers, des permanences d'autres services. Ça peut être le service des finances publiques, ça peut être la sécurité sociale, ça peut être les services sociaux ou d'accompagnement des personnes âgées d'un département, qui viennent dans ces lieux et qui permettent d'avoir, pour les usagers, des rendez-vous en proximité. Il y en a 1300. Jacqueline Gros, qui est en charge de l'aménagement du territoire, travaille actuellement à préciser, simplifier aussi, puisque c'est votre souhait et il travaille. C'est pas mon souhait, mais simplifier l'offre. Quand je regarde effectivement ce qui se passe et ce qu'on veut créer, je me dis que ça va être quand même... Et faire en sorte qu'il y ait moins d'écart, moins de différence entre les différentes maisons de service au public. C'est vraiment un modèle qui marche très bien et qui permet d'avoir, dans un lieu unique, territoire par territoire, des informations, une orientation, un accueil et la capacité à mobiliser plusieurs services différents en faisant des économies d'échelle. Est-ce qu'il faut mobiliser justement les opérateurs de l'État, c'est-à-dire Pôle emploi, GRDF, la mutualité sociale agricole, etc., qui jusqu'à présent étaient mobilisés? Tous ceux que vous avez cités ne sont pas des opérateurs d'État. Non, mais... dans ce que vous avez cité, il y a des entreprises qui aujourd'hui sont des entreprises publiques ou parfois qui ont vu leur capital être ouvert. Il y a des organismes de sécurité sociale gérés par les organisations professionnelles. Bien sûr, avec, aussi un droit de regard de l'État, bien sûr. On ne peut pas les qualifier d'opérateurs d'État. Non, mais est-ce qu'en revanche, on ne peut pas les inciter à travailler parce que ils sont mobilisés? Oui, c'est déjà le cas, mais ils ont tendance à vouloir se désengager. Non. Et c'est déjà le cas, et dans les maisons de service au public, à la fois celles qui sont déjà conventionnées et celles qui sont en cours de conventionnement, très souvent, nous retrouvons ces opérateurs, pour prendre ce terme générique. Après, il faut aussi savoir adapter l'offre de maisons de service au public au territoire. Dans un territoire agricole, il est évident que la place de la MSA est très importante. Bien sûr. Dans d'autres territoires, ça justifie moins. Et c'est aussi l'avantage et la nécessité de garder de la souplesse, que ces maisons de service au public soient adaptables. Et la SNCF, elle devrait en faire partie ou pas? Parce que Guillaume Pépi annonce, et ce qui se fait déjà un petit peu, que ce sera plutôt dans les bureaux de poste. Dans les bureaux de tabac, pardon. L'enjeu pour la SNCF, c'est d'être en capacité de vendre des titres de transport à ses clients. Que ce soit dans une maison de service public, dans un bureau de tabac, ou, pourquoi pas, dans un bureau de poste. Peu importe, ça arrive aussi que ça se fasse sur Internet, vous savez, ou sur des automates. C'est vrai. Qu'est-ce que vous allez changer dans votre méthode de travail? C'était pas la bonne, visiblement, jusqu'à présent. C'est ce que dit François Bayrou, en tout cas. Pas forcément vous, mais l'ensemble du gouvernement. Il y a une volonté d'être plus horizontal, c'est le terme consacré. Je ne sais pas toujours ce que ça signifie d'être horizontal, mais en tout cas de mieux associer les différents acteurs de la société. Ça peut être les organisations syndicales, c'est le monde associatif, c'est le réseau des élus locaux, et d'ailleurs... Le président de la République, en soulignant qu'aucun hôpital, aucune école ne pourra être fermée sans l'accord des maires, c'est aussi une vraie preuve de confiance, c'est un vrai témoignage de confiance qui est envoyé à l'ensemble des élus. Oui. Le mot de la fin avec Olivier Dussopt, avec Bidi. Absolument. Nous sommes le 29 avril aujourd'hui. Eh bien, sachez que le 29 avril 1944, c'était il y a 74 ans, c'était la première fois que les femmes votaient. Je sais que vous avez été un tout jeune député, c'était en 2007. Imaginons que vous ayez été encore plus jeune député dans les années 40. Est-ce que vous auriez voté, vous, le droit de vote pour les femmes? La question ne se pose même pas, vous me pardonnez, mais évidemment, je sais. Il y a ça a été un long chemin quand même. Il y a une motivation au fait que je fasse de la politique depuis toujours, c'est l'égalité des chances, parce que c'est important, mais surtout l'égalité par le refus de toutes les discriminations. J'aurais été, je pense et j'espère, on ne refait jamais l'histoire, un des plus grands défenseurs, en tout cas des plus ardents défenseurs du droit de vote des femmes, de la même manière que
les 2 quinquennats que j'ai passés à l'Assemblée ont montré que j'avais toujours été mobilisé sur les questions d'égalité et de refus des discriminations. En tous les cas, c'était un bon anniversaire. Et c'est pas de la cosmétique. À propos de cosmétique. Si vous parlez du droit des femmes en parlant de cosmétique, je crains que vous fassiez quelques ennemis. Justement, non. L'ENA, la suppression, vous allez être vous aussi mobilisé pour ce remplacement par l'Institut supérieur des fonctionnaires. Alors là, vous inventez un nom qui a été démenti, qui n'existe pas encore. Ben non, mais je sais bien, derrière, il y a un objectif. Nous voulons que les hauts fonctionnaires, les cadres de la nation, qu'ils soient aujourd'hui énarques, polytechniciens, qu'ils soient aux magistrats, qu'ils soient formés pour être des cadres de santé par exemple, qu'ils aient tous une culture commune de l'État, que nous puissions aussi revoir les modalités de recrutement et de sélection de ceux-ci, voir comment leur carrière se déroule, comment est-ce qu'on organise l'accès à ce qu'on appelle les grands corps, que ce soit l'inspection des finances, la Cour des comptes, en garantissant que celles et ceux qui auront vocation à exercer ces fonctions les plus importantes aient une expérience de terrain et en garantissant l'égalité d'accès à ces emplois à la fois importants et prestigieux. Ouais. Un invité surprise et une question. Oui, salut Olive, c'est Fanfan Land. Fut un temps, tu étais très proche de Martine Aubry. Vous me l'avez déjà fait. Non, tu vas pas me le refaire à chaque fois. Si, Martine, alors on écoute. Martine qui est à l'image, qui est très proche de Martine, qui est à l'image du Parti socialiste, parce que plus on s'en approche, plus on s'aperçoit que les contours sont flous. Oui, je suis un président, ne devrait pas dire ça, mais je m'en tape. Jeudi, à sa conférence de presse, Macron a parlé du plein emploi à l'horizon de 2025. Mais est-ce que tu ne penses pas que d'ici 2022, un paquet de députés et ministres de La République En Marche vont se retrouver à Pôle emploi? Je ne crois pas. Je pense que d'ici 2022, les députés et les ministres de la majorité qui accompagnent le président de la République ont beaucoup de travail. Ils auront aussi beaucoup de travail après. Parce que j'ai qu'un souhait, c'est que ça puisse continuer. Bon, c'est bien de croire au Père Noël. Bon, merci Olivier Dussopt, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes Publics, qui était l'invité ce matin de Sud Radio. Et merci à Denis Moreau qu'on va retrouver d'ici 8h20 pour Dany Pirate l'Info. Il est 7h58.